Du débat dans l'hémicycle, il va déjà y avoir du débat sur ce plateau. Pour le débrief de ces questions au gouvernement, avec Céline Brulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice communiste de la Seine-Maritime, face à vous. Olivier Cadic, bonjour. Bonjour. Sénateur Union centriste des Français de l'étranger. Oui, il y a encore eu plusieurs questions sur la réforme des retraites dans l'hémicycle. Quelle conclusion le gouvernement doit, pour vous, tirer de la forte mobilisation qu'il y a eu encore contre la réforme des retraites hier en France? Je crois que la Première ministre et l'ensemble des membres du gouvernement nous resservent en boucle les mêmes arguments depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, puisqu'ils ont essayé de convaincre les organisations syndicales de ces mêmes arguments et qu'elles sont aujourd'hui toutes unies pour conduire ces mouvements sociaux. On voit que plus les Français, plus les salariés connaissent le détail de cette réforme, plus les mobilisations sont importantes. Et on voit que plus les choses avancent, plus les questions sont posées, plus le gouvernement est obligé de se lancer dans du bricolage parce que cette réforme ne tient pas debout. Donc la sagesse voudrait effectivement qu'il la retire. Olivier Cadic, on entend encore tout à l'heure Elisabeth Borne dire qu'il y a de nombreuses contre-vérités qu'il y a dans ce débat qui sont prononcées par les oppositions. Son argument principal, c'est que le nombre d'actifs diminue relativement au nombre de retraités. Est-ce que ça justifie pour vous le report de l'âge légal à 64 ans? Alors, tout d'abord, vous l'avez dit, je suis un sénateur représentant les Français établis hors de France. Je vis au Royaume-Uni, où l'âge légal de la retraite est à 66 ans. Et vous voyez, je suis bien en face de vous. Et ça n'est pas le pays qui a l'âge le plus avancé. On pourrait parler de l'Allemagne, pas loin de chez nous, 67 ans. On pourrait parler de la Belgique, qui est à 65 ans et qui vient de voter pour 66 ans en 2027, 67 ans en 2030. Vous dites, nos voisins européens font comme ça, il faut qu'on s'aligne. Attendez, mais c'est qu'en plus, ça a été discuté lors du débat présidentiel. C'était dans les promesses du président Macron. 65 ans. Je veux dire, la promesse et son souhait, c'était dans son programme, c'était 65 ans. Et là, on est à 64. Et là, on est à 64. Donc, vraiment, s'il devait y avoir un geste, justement, d'accommodement, il a été fait aujourd'hui. Et ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit raisonnable, comprenne l'évolution. Et Elisabeth Borne, la Première ministre, l'a bien dit au départ, a rappelé qu'en 1950, il y avait un retraité pour 4 actifs. Aujourd'hui, on en est à 1 pour 1,7. Bientôt, on sera à 1 pour 1,5. C'est pas possible. Ça veut dire qu'un actif, bientôt, tout son salaire, il faudra qu'il travaille pour lui et pour payer un retraité. Ça ne marchera plus, notre industrie s'écroulera. C'est une logique mathématique inéluctable, nous dit d'abord, Olivier Cadic. Ce que mon collègue Cadic, comme le gouvernement, oublie régulièrement de dire, c'est que la productivité en France a considérablement progressé, que ça compense la pyramide démographique qui, effectivement, est celle qui vient d'être indiquée. Et puis, moi, je voudrais alerter tout le monde sur le fait que, à vouloir suivre nos voisins européens dans leurs politiques les plus libérales, on se retrouve aujourd'hui dans un grand sentiment de déclassement de la France. On a suivi des politiques libérales en matière énergétique. On se retrouve aujourd'hui avec la crise et l'explosion des prix qu'on connaît. On a suivi les politiques libérales en matière de santé. Il y a aujourd'hui 6 millions de Français qui n'ont plus de médecins et on sait dans quel état est notre système hospitalier. Et donc, moi, je trouve que la France a été un modèle en Europe et au-delà en matière de protection sociale. C'est aussi cela à quoi les Français sont attachés. Il y a aussi un modèle français. Et puis, on vient de vivre une période quand même, ne l'oublions pas, parce que tout le monde ne l'a pas vécu avec grande facilité, du Covid, qui a été très éprouvant pour beaucoup de salariés qui sont allés au front, et parmi eux les plus mal payés. Ensuite, de crise avec l'inflation, des gens, y compris salariés, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, on leur dit, vous allez bosser 2 ans de plus, quelles que soient vos conditions de travail, la pénibilité de votre travail. Ça n'est pas acceptable et on peut le comprendre. Un mot sur la question qui a ouvert cette séance. On a eu cette question de Pascal Gruny autour du service minimum qui demandait en fait un véritable service minimum garanti, alors que l'on voit s'avancer le spectre d'une grève générale, d'une grève reconductible. On a entendu notamment les propos de Philippe Martinez à la tête de la CGT. Encore une fois, il y a eu un débat. Moi, je suis un démocrate. Il y a des élections, on présente un programme, le peuple a arbitré. Il y a eu une élection.
Donc là maintenant, commencer à dire, attendez, l'élection présidentielle, ça compte pas, on va vous régler ça maintenant dans la rue, on va vous empêcher de le faire. Il y a un moment, il faut quand même revenir un peu à un consensus, parce que tout ça, ça affaiblit le pays, ça affaiblit la France. Les pays étrangers nous regardent, et je suis désolé, ma chère collègue, mais le Covid, il n'y a pas que la France qui l'a traversé, tous les pays l'ont traversé. Donc il faut arrêter de dire qu'on est dans un pays libéral qui suivons des régimes libéraux. Il y a des régimes sociodémocrates autour de nous, il n'y a pas que des libéraux. Donc encore une fois, il y a un effort collectif à faire, vraiment, on le fait ou on ne le fait pas. Mais voyez, en début de séance, il y avait le président de la Rada ukrainienne. Lui, il n'était pas pour la retraite. Hein. Il était pour on avance, on se bat pour nos libertés. Et aujourd'hui, il faut effectivement que notre pays se batte pour sa liberté, pour être capable d'être compétitif pour demain et pour pouvoir garder un système de retraite. Parce qu'aujourd'hui, dans 10 ans, on aura 150 milliards d'euros de déficit cumulé si on reste comme ça. C'est pour ça qu'il faut bouger. Ce que nos collègues oublient, c'est qu'il y a un nombre très conséquent de manifestants. Ils étaient plus de 2,5 millions hier. Mais qu'ils sont soutenus par une majorité de la population française, et y compris des salariés qui ont été embêtés, c'est vrai, pour prendre les transports, qui ont dû trouver des moyens de garde de leurs enfants parce que la classe n'était pas forcément au rendez-vous. Ces gens-là soutiennent la mobilisation contre la réforme des retraites. Et le problème dans notre pays, c'est qu'on demande des efforts toujours aux mêmes. Moi, je suis d'accord pour qu'on mette sur la table comment on finance les retraites à l'avenir. Ce n'est pas une question tout à fait urgente, c'est le corps qui le dit. Mais je suis d'accord cependant pour qu'on le mette sur la table. Et pourquoi seuls les salariés devraient être mis à contribution en reculant l'âge de la retraite? Pourquoi ne pas aller chercher du côté de la finance de nouvelles ressources? On a coutume de dire, quand l'économie était rurale, on taxait l'agriculture, la terre. Quand l'économie est devenue industrielle, on a cherché à taxer sur la valeur produite dans l'industrie. Aujourd'hui, il y a toute une partie de l'économie qui s'est financiarisée. Pourquoi n'allons-nous pas chercher des cotisations dans ce domaine-là? Quand le président de la République a mené une politique qui a permis en fait de faire de la France le pays le plus attractif en Europe. Et c'est justement parce qu'il a eu une politique volontariste qu'il a amené chez nous des investissements pour l'industrie. C'est ça que nous voulons protéger parce que ça donne de l'emploi à tous. C'est une véritable, effectivement, volonté. Mais honnêtement, dans votre approche, qui est une approche que l'on connaît, collectiviste depuis des années, je l'ai entendu, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça qui est recherché par les Français. Vous le savez, à chaque élection, je crois que c'est pas les Français. la réponse qui a été donnée. On va changer. Sans transition, on ne peut pas ne pas aborder dans ce débrief cette séance exceptionnelle. Nous avons eu le président de la Rada, le Parlement ukrainien, qui est venu tout à l'heure et qui a fait une allocution solennelle devant les sénateurs. Olivier Cadic, vous vous êtes rendu à Kiev l'an dernier avec toute une délégation de sénateurs. Quelle était la portée pour vous de cette venue du président de la Rada aujourd'hui au Sénat? Je crois que les plus beaux mots ont été ceux de Gérard Larcher lors de son accueil quand il a dit au président de la Rada « Votre cause est la nôtre ». Et le président de la Rada a remarquablement répondu parce que il a dit voilà, nous, on est en train de prendre notre Bastille. On se bat pour notre liberté. Et ils savent très bien qu'ils sont en première ligne. Et il a manifesté sa reconnaissance, la reconnaissance du peuple ukrainien pour les Français, pour la France, pour le soutien qu'on a apporté. Moi, j'en ai été très fier des déclarations du président de la Rada. Dire que pour être passé à Boutcha et Borodianka, 2 semaines après que les Russes en aient été chassés, je dois vous dire que ça m'a transformé. Et ça, maintenant, la guerre, je sais ce que ça veut dire. Et j'en ai vu les effets. Et on ne peut pas les laisser tomber. Voilà. Et s'ils ne tiennent pas, s'ils ne gagnent pas, alors... Vous dites que c'est un mur qui tombe, d'autres pays, l'Occident, l'Europe... Ça nous arrivera derrière. Donc il faut tout faire pour les aider et les aider à gagner. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Céline Brun, alors que tout le débat aussi porte sur l'envoi d'armes et d'une très grande intensité. Et évidemment, on pense, et à travers la venue aujourd'hui du président du Parlement ukrainien, au peuple ukrainien, qui, depuis bientôt 1 an maintenant, vit une situation absolument effroyable. Et je pense que c'était un moment très important en ce sens-là. Je suis en parallèle assez inquiète de voir
une escalade qui se fait jour avec un armement qui avance de plus en plus, avec des budgets militaires qui croissent en Allemagne, en France, comme l'a annoncé le président de la République. Vous n'êtes pas d'accord pour envoyer ces avions de combat que réclame le président de la Rada ? Je pense que la France doit continuer, même si c'est extrêmement difficile, j'en ai tout à fait conscience, mais la France doit porter la voix de la paix, doit multiplier, et l'Europe devrait le faire aussi, les initiatives diplomatiques, parce qu'il n'y a d'issue pour le peuple ukrainien et pour le peuple russe, qui est aussi otage de cette situation pour partie, que dans la voie de la paix, et je dirais pour l'Europe tout entière, parce que, évidemment, tout le monde a en tête ce à quoi une telle escalade pourrait conduire. C'est l'escalade d'envoyer de l'armement supplémentaire. On voit effectivement le président de la Rada qui réclamait encore des avions de combat hier à l'Assemblée, aujourd'hui au Sénat. Où est-ce qu'il faut le faire ? Mais le président Larcher l'a dit dans son introduction. Il a dit l'escalade, elle est faite par le président Poutine. Il ne nous donne pas le choix. On peut pas. On est face à quelqu'un qui bombarde, qui assassine, qui commet des crimes contre l'humanité. Et un crime impuni, c'est un crime récompensé. Alors, où on laisse faire, il ne faudra pas s'étonner que ça continue, parce que déjà, c'est la conséquence de l'avoir laissé faire avant. En Crimée, et donc, en Crimée, dans l'Est, dans le Donbass, c'est une avancée progressive, année après année. Donc, on sait qu'il ne s'arrêtera pas là. Ça nous a été dit, tout le monde le sait. Donc, il y a un moment, il faut l'arrêter. Et si on ne l'arrête pas, c'est un signal pour tous les autres endroits. Et donc, ça voudra dire que les démocraties sont faibles. Vous pouvez y aller. Et donc, il y a un moment, il faut l'arrêter. Et maintenant, il faut l'arrêter. Il faut condamner la Russie et la qualifier d'État terroriste pour vous. C'était aussi l'une des demandes du président. Mais il faut regarder les faits. Les faits, il faut regarder les images. Il faut regarder ce qu'est devenu l'Ukraine, ce qu'il en a fait. Je veux dire, les Ukrainiens ne tirent pas sur la Russie. Donc, c'est un champ de ruines, ce qu'il en fait. Donc, il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi. Il faut dire non, vous n'avancerez pas plus loin. Il faut être sans concession à l'égard de Poutine. Mais ceux qui sont punis, malheureusement, aujourd'hui, c'est moins Poutine que les habitants qui prennent des bombes sur la tête. C'est le peuple ukrainien. Et donc, je ne crois vraiment pas que l'escalade peut, à terme, conduire à ce que nous souhaitons les uns et les autres, c'est-à-dire que les Ukrainiens puissent vivre libres et en paix. Eh bien, merci. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et à ce débrief des questions au gouvernement.